Bonjour, bienvenue dans une nouvelle semaine de l'innovation de Smartech. Alors je vais commencer avec une histoire qui marie le passé et l'avenir, celle d'une vente aux enchères numériques qui s'est tenue vendredi, de livres anciens et modernes et aussi d'objets personnels qui ont appartenu à l'inénarrable Fernandel. Alors j'interviewerai Éric Bossan, un des grands commissaires-priseurs de Drouot, sur les coulisses de cette vente et également sur la bascule numérique d'une institution vieille de 168 ans. Ensuite, au cœur de cette émission, nous parlerons d'e-sport. Est-ce une discipline sportive comme les autres ou en passe de le devenir? Alors pour en débattre, j'ai convié des stars. Notamment, j'ai convié un vainqueur de Roland-Garros en double en 2014, médaillé olympique en 2012, vainqueur de la Coupe Davis en 2017 et aujourd'hui directeur sportif de GameWorld. Je donne tous ces indices, une petite devinette pour les fans de sport. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le biomimétisme ou comment la nature peut être une source d'inspiration en matière de santé. Et enfin, on terminera avec l'innovation du jour. Mais d'abord, place à l'interview. Bonjour Éric Bossan, vous êtes commissaire-priseur chez Bossan-Lefebvre, une des grandes études de Drouot. Alors, c'est vous qui êtes en charge de la vente aux enchères que j'ai évoquée en début d'émission, avec des objets qui ont appartenu à l'acteur Fernandel et aussi des livres et des manuscrits anciens. Et ça, c'est passé en ligne. Vous étiez dans la salle des ventes, mais face à vous, pas de public, personne. C'est un peu triste comme contexte, non? En tout cas, c'est très différent des ambiances que nous avons l'habitude de vivre habituellement. Et effectivement, devant les contraintes du confinement, nous avions décidé de maintenir cette vente puisque les acheteurs semblaient être motivés pour participer à la vente. Et donc, nous avons choisi de basculer cette vente online, et alors ça s'est par Internet. Plutôt pas mal passé, puisque parmi les objets en vente, vous avez obtenu de belles adjudications. Manuscrit médiéval, on va voir des images du fin du XIIe siècle notamment, et une estampe qui datait de 1963, qui illustrait une des fables de La Fontaine. Ça fait partie des très belles ventes réalisées vendredi dernier. Voilà, en tout cas, c'était effectivement une belle vente composite de livres et gravures et documents avec effectivement les souvenirs de Fernandel. Et on s'est aperçu que finalement, le système Internet permettait de vendre aussi bien un manuscrit à presque 100 000 euros que des gravures, des lithographies à 100 euros. Et qu'on avait le public à la fois pour les choses très précieuses qui peuvent éventuellement terminer dans un musée, ou bien pour des petits objets de collection que les gens ont l'habitude d'acheter en galerie, sur un déballage ou dans une petite vente aux enchères. Et comment on fait pour faire monter ces enchères quand on est à distance et qu'on n'a pas le public, on n'a pas le retour public? Alors, vous avez raison, c'est une vraie question, mais c'est une grosse préparation. C'est-à-dire que nous enregistrons les candidats aux enchères sur les différentes plateformes que nous avions choisies. Donc, la principale étant Drouot Live, la plateforme de Drouot, qui permet de fédérer, entre guillemets, des acheteurs potentiels sur Internet au travers d'une inscription, d'une vérification de leur identité, etc. Et pour vous donner un ordre d'idée, nous avions à peu près 600 personnes sur Internet et à peu près 100 personnes au téléphone. Voilà, donc ça vous donne l'idée du public que nous avions, pardon, qui permettait justement d'avoir non seulement... Mais est-ce que vous pouvez percevoir s'il y a une pression, s'il y a quelque chose de palpable quand même à distance? Oui, parce qu'il y a plusieurs systèmes maintenant d'enchères Internet et notamment ce qu'on appelle les ordres cachés. C'est-à-dire que quelqu'un va déposer un ordre d'achat, par exemple le manuscrit médiéval qui était estimé, mettons, 8 000 euros, eh bien quelqu'un va de manière secrète dire « moi je suis acheteur jusqu'à 50 000 ». Mais il est le seul à le savoir au travers de la plateforme. Et au moment où les enchères démarrent, à 5 000 ou à 8 000, eh bien tout de suite, les enchères concurrentes vont s'implémenter automatiquement. Et donc très très vite, on va arriver à 50 000. Et donc là, on sait qu'il y a une grosse concurrence sur un objet. Et c'est presque comme si on avait plusieurs doigts qui se levaient dans la salle pour dire 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Voilà, mais au travers d'Internet. Évidemment, pour les acheteurs Internet, c'est aussi stressant sûrement que lorsqu'ils sont dans une salle des ventes. Et pour nous, ça donne quand même une image de la réussite d'une séquence d'enchères sur un objet. Et ils pouvaient vous voir, ceux qui étaient connectés sur Internet, ils pouvaient Absolument. vous voir réagir aussi et commenter les enchères? Alors,
on commente assez peu, on reste assez sobre. Enfin, en tout cas, c'est la... C'est pas comme un commentateur sportif dont on va parler tout à l'heure. Non, en tout cas, c'est notre manière de faire à l'étude. On reste assez sobre dans notre manière de diriger les enchères, mon associé ou moi-même. Mais évidemment, ils ont l'image de la tribune où je suis installé pour diriger les enchères. Ils voient également l'expert qui annonce les lots. Et puis, ils entendent le son des enchères et ils voient sur leur écran l'objet qui est en train d'être vendu et les enchères qui s'affichent. Et donc, finalement, c'est plutôt bien puisque ça permet à davantage de personnes d'y participer, j'imagine. On n'est pas obligé d'être là en présentiel à Paris. Et vous avez tout à fait raison. Et cette évolution qui était en train de se faire s'accélère de manière tout à fait spectaculaire avec le confinement. Ça a été compliqué, cette transformation numérique des commissaires-priseurs et de Drouot. Alors, je disais institution de 168 ans, c'est 1852, la création de Drouot. 1852, c'est la construction de l'hôtel Drouot. Oui, mais vous savez, dans les causeries sur le métier de commissaire-priseur, on a l'habitude de commencer en disant, vous savez, c'est le plus vieux métier du monde, après celui auquel vous pensez tous. Puisque déjà, à Rome, dans l'Antiquité, il y avait un commissaire-priseur qui vendait des choses au travers des enchères. Donc c'est un très vieux système qui a évolué au cours des temps. Mais c'est vrai que Drouot, 170 ans, la bascule Internet est préparée déjà, notamment au travers de la Société Drouot, de la Gazette de Drouot, depuis plusieurs années. Encore une fois, c'est une accélération d'un système d'enchères qui est préparé depuis de nombreuses années. Et vous avez été surpris par la facilité de suivre cette accélération ou au contraire, ça a été quand même complexe? Non, vous avez tout à fait raison. On a été surpris en bien par les résultats puisqu'on a quasiment vendu 100% de nos lots. On a quasiment multiplié par 2 les estimations prudentes qu'on avait indiquées aux vendeurs. Et donc, on estime que c'est un système qui a beaucoup d'avenir. Mais là, c'était des spécialités qui tiennent dans une poche ou dans un carton à dessin. Lorsqu'il va falloir vendre des tapis de 40 mètres carrés, des lustres de 2 mètres de diamètre ou des commodes anciennes en état moyen, la problématique va être un peu différente. Alors, juste pour resituer encore dans l'histoire de cet hôtel Drouot, il n'a jamais été fermé. Il y a une exception, c'est le premier confinement. Absolument. Même pendant la guerre, l'hôtel Drouot a continué à fonctionner. Et donc, c'était la première fois dans l'histoire qu'au printemps, l'hôtel Drouot a été contraint de fermer ses portes. Et encore une fois, la plupart des ventes ont été reportées à l'après-confinement et ça a redémarré en mai, puis en juin et juillet. Donc ça explique cette nécessité d'accélérer très très vite sur le numérique. Voilà, là ça a été un premier accélérateur et puis là le deuxième confinement, tout le monde a dit si on ferme, on est mort. Donc tout le monde maintient l'activité comme il peut. Merci beaucoup Éric Bossan, commissaire-priseur chez Bossan Lefebvre. C'est l'heure de notre débat avec des stars de l'e-sport. L'e-sport est-il un sport comme les autres? On en débat tout de suite avec 4 personnalités que je suis très heureuse d'accueillir. Julien Bento, médaillé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, vainqueur de Roland-Garros en double en 2014, vainqueur de la Coupe Davis en 2017 et directeur sportif du club d'e-sport tricolore Game One depuis 2019. Et Servane Fischer, gameuse qui a touché à la compétition de haut niveau, actuellement commentatrice d'e-sport, juriste et responsable e-sport chez Women in Games France. Alors nous aurons également en visio un célèbre commentateur d'e-sport spécialisé dans les jeux de combat. Celui qui répond au pseudonyme de TPK est également fondateur du Pugilat des Étoiles, qui est un regroupement de talents français qui assure le développement de l'e-sport sur la série Super Smash Bros. Et puis interviendra également Alexandre Rudoni, avocat associé chez Allen & Overy. Spécialisé dans l'industrie du jeu vidéo, il est l'un des conseils privilégiés de Nintendo pour ses problématiques touchant à la propriété intellectuelle. Vous voyez, c'est un beau plateau pour parler d'e-sport. Julien Bento, peut-on savoir pourquoi vous avez décidé à un moment de votre carrière de rejoindre un club d'e-sport ?
Tout simplement, j'ai été approché par les 2 fondateurs de GameWorld, Arnaud Moulet et David Laniel, et ils avaient une vision d'organisation d'un club d'e-sport comme un club de sport. Et moi, c'était un milieu que je ne connaissais pas du tout. Et du coup, j'étais très intéressé et curieux de voir comment on pouvait justement mettre en place une organisation très professionnelle pour essayer d'accompagner au mieux les joueurs professionnels d'e-sport pour les aider à être le plus performant possible et également d'un petit peu professionnaliser cette discipline qu'est l'e-sport. Vous pourriez nous donner votre définition de l'e-sport? Pour moi, l'e-sport, c'est une discipline. Je sais qu'il y a un débat, est-ce que c'est un sport, pas un sport. Oui. Pour moi, c'est une discipline comme une autre, dans laquelle il y a des garçons, un peu plus de majorité d'hommes que de femmes, malheureusement, On va en parler tout à l'heure, oui. qui ont des aptitudes et des qualités dans cette discipline, dans certains jeux, que ce soit Fortnite ou League of Legends nous concernant notamment. Et que, au même titre qu'un jeune est très fort, très doué en musique ou en sport, va être amené à évoluer dans un environnement cadré, professionnel. Le milieu d'e-sport, je pense, a besoin d'avoir ces clubs professionnels pour justement cadrer et encadrer ces jeunes et cette discipline pour qu'elle puisse durer dans le temps. Et venant du domaine du sport traditionnel, vous ne vous dites pas que c'est un peu exagéré d'appeler ça du sport, de jouer à un jeu vidéo? Moi, je dis pas que c'est un sport où j'essaie pas de mettre en concurrence le sport et l'e-sport. Pour moi, c'est une discipline. Voilà, c'est une discipline. Et il y a des gens qui sont doués, qui sont très forts, qui ont des qualités incroyables dans cette discipline qui est l'e-sport, dans les différents jeux, comme je l'ai dit. Et justement, notre but, nous, c'est de les accompagner et de rassurer aussi, parce qu'on a des joueurs un peu plus jeunes, notamment sur la scène de Fortnite, et de rassurer les parents qui ont un enfant qui est très fort et très doué dans cette discipline, de leur montrer qu'il y a autour d'eux toute une organisation très professionnelle, exactement, qui peuvent les rassurer pour les aider à accompagner leurs enfants dans cette voie. Alors, Servan Fischer, on a commencé à aborder la question des femmes dans le jeu vidéo. Je disais, vous étiez une joueuse de compétition de haut niveau, c'était dans les années 2000. Pourquoi avoir arrêté déjà ? Alors déjà, c'est vrai que l'e-sport existe depuis bien avant ça, puisque c'était déjà les années 70-80 aux États-Unis où ça commençait à se développer, les compétitions sur les jeux vidéo. En France, c'est plutôt vraiment depuis une vingtaine d'années. Moi, j'ai pu justement assister un peu à ça et participer aux premières compétitions qui existaient sur un jeu qui s'appelait Counter-Strike, qui s'appelle toujours Counter-Strike, qui existe toujours aujourd'hui. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, moi, en tant que femme, j'aimais beaucoup le jeu vidéo, j'avais joué depuis toute petite. Et j'ai adoré la compétition, l'aspect compétitif, l'aspect stratégie, l'aspect équipe. C'est ce qui me plaisait beaucoup dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que j'étais un peu la seule femme à participer à des compétitions. Il y en avait quelques-unes, et elles sont encore aujourd'hui des joueuses. Mais on était très peu et on ne se posait pas la question de savoir est-ce qu'il y a une différence entre nous, entre les hommes et les femmes, puisque c'est peut-être la grosse différence avec le sport, parce que la définition du sport, c'est effectivement une activité physique, un effort physique, l'aspect compétitif et l'aspect tous les participants doivent répondre aux mêmes règles. L'e-sport, c'est la même chose, il y a un aspect compétitif, on répond aux mêmes règles. Les compétitions sont mixtes, elles on ne se pose pas la question. Oui. Ouais. Et après, il y a effectivement l'aspect un peu plus physique, qui est discutable parce qu'il y a un effort physique aussi dans l'e-sport, mais qui est un peu différent. Et c'est cet aspect-là qui est important pour dire justement qu'il y a peut-être un peu plus une égalité des chances un peu plus forte dans l'e-sport que dans le sport entre les hommes et les femmes, puisqu'on n'a pas besoin d'être forcément plus fort ou avoir un physique mieux que dans certains sports qu'on peut avoir par exemple dans le rugby ou dans le foot, etc. Quoique dans le sport, c'est encore aussi discuté parce qu'il y a certains sports où la différence physique, elle n'est pas si énorme que ça, et on se demande si on ne peut pas avoir une mixité aussi dans le sport. Aussi. Mais l'e-sport, pour nous en tout cas, ça a toujours été mixte de base. C'est simplement que naturellement, on n'a pas forcément attiré beaucoup de femmes dans ce milieu-là. Et donc, je vous posais la question de pourquoi vous avez abandonné la compétition. Pourquoi abandonner ? Justement, alors, c'est un mix de choses. C'est que déjà, être une femme, ce n'était pas facile dans ce milieu-là, même si moi, j'ai beaucoup apprécié et que les joueurs ont toujours été très, très sympas avec moi et que je me suis bien intégrée. C'est pas facile parce que forcément, on a une espèce de pression qu'on se met soi-même aussi en étant l'une des seules femmes à se dire il faut que je tienne toujours au niveau. Puis surtout, il faut se rappeler que dans les années 2000, ce n'était pas une discipline qui rapportait de l'argent.
Il n'était pas encore professionnalisé, enfin ça ne se professionnalisait pas encore. On était très peu, il y avait très peu de monde qui pouvait gagner de l'argent. Moi, j'avais pu avoir des sponsors, mais c'était des cadeaux qui nous étaient offerts. Ça ne permettait pas de vivre, d'avoir un salaire, etc. Donc c'est aussi pour ça que j'ai abandonné. C'est le manque peut-être de perspective en se disant, à un moment donné, il faut payer son loyer. Voilà, j'ai arrêté, j'avais 21, 22 ans. Il faut que je commence peut-être à penser derrière à la suite. Oui, parce que ça demande de l'investissement en temps. Ça demande un investissement énorme en termes de temps. Ça devenait un vrai travail. Et du coup, voilà, on décide d'abandonner un petit peu. J'ai pas vraiment lâché l'e-sport, je suis restée dedans. Mais se dire, bon, allez, soyons raisonnables. On continue les études, on essaie d'avoir un travail. Puis je savais que j'y reviendrais d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, nous allons donner la parole à Antoine TPK Billy, qui est journaliste, consultant et commentateur d'e-sport. D'ailleurs, avant de vous donner la parole, on va vous écouter en plein travail. Dernière stock, mon bon Foster, c'est parti. Et là vraiment rien n'est joué, hein. Le truc c'est qu'à la moindre ouverture en fait de la part de Armada, ça peut être la stock du coup pour les Fen. On rappelle, une shop, c'est ce qu'il faut pour Armada pour rééquilibrer un peu tout ça. Les Fen par contre il veut pas lui donner trop cette shop. Et c'est la victoire 3-0 pour les Fen en grande finale. Qui pop qui vient arrêter cette run légendaire d'Armada pour remporter finalement enfin cette grande finale, pour enfin gagner son Evo. C'était un de ses rêves d'être champion de l'Evo, c'était un de ses rêves et il le fait. Alors c'était vous, TPK, et votre acolyte Foster, commentant la finale du top 8 du jeu de combat Super Mario Smash Bros Melee. C'était à l'Ivo en 2018. Ouais, il y a une ambiance dingue en fait. On se croirait en fait sur un match de foot pratiquement. Ouais, d'autant qu'on est sur quand même une venue, donc une salle où on a quand même plusieurs centaines, voire milliers de personnes sur place. Donc on est sur la côte ouest des États-Unis à ce moment-là, on est à Las Vegas et nous on est depuis un studio à Paris en fait. Donc on vit la compétition un peu, mais à quelques milliers de kilomètres de là. Et même à plusieurs milliers de kilomètres de là, on ressent quand même la tension et les enjeux autour de ce match en particulier. Ça a été le cas pendant tout le week-end, puisque évidemment qui dit côte ouest dit horaire de côte ouest. Donc fatalement, ce qu'on a commenté là, c'était des horaires, on va dire, pas possibles. Et qui dit côte ouest dit anglais. Vous commentez également les matchs en anglais ? Tout à fait, oui, je suis également commentateur en anglais, donc je voyage également en Europe pour aller commenter en anglais. Mon dernier en date de tournoi, c'est juste avant le confinement, c'était à Copenhague au Danemark du coup, pour un tournoi de Smash Bros, encore une fois, donc un tournoi de jeu de combat que j'ai encore pu commenter avec mon acolyte Foster, que vous avez pu entendre notamment. Comment est-ce qu'on devient commentateur d'e-sport, TPK ? Dans un hasard des plus total dans mon cas, puisque un hasard total, pardonnez-moi, un hasard total plutôt qu'un hasard des plus total, mais un hasard total dans la mesure où eh bien c'était avant tout en allant dans des événements à côté de chez moi. Donc je suis de Lille, donc fatalement quand il y a des associations qui organisent des tournois, organisent des petits événements, qui diffusent parfois leurs matchs, l'intégralité du tournoi sur internet, parfois ils recherchent un peu des voix qui pourraient poser justement sur des micros et mettre un peu d'ambiance autour de leurs tournois et événements. Ça a été mon cas du coup à Lille, autour d'une association qui s'appelle la Salty Arena, qui existe encore aujourd'hui, et qui m'a permis de faire mes premières armes, entre guillemets, micro en main sur des événements grandeur nature. Et depuis, alors j'ai du coup eu une petite période pendant laquelle j'ai, on va dire, pas mal voyagé en France tous les week-ends pour trouver un peu ma place dans certains événements. Évidemment gratuitement, puisque il est hors de question de au début prétendre à quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour voir si déjà ça me plaisait et ma foi, que faire avec toute cette expérience-là. Et au bout de plusieurs années, du coup, se rendre compte que on a quand même un capital d'expérience qui peut être assez intéressant à rentabiliser et finalement, pourquoi pas le mettre en avant comme compétence professionnelle à proprement parler. Donc voilà, ça a été mon parcours depuis maintenant 2016 où j'évolue en commentateur entre guillemets professionnel. C'est un peu différent du commentateur sportif qui fait une école de journaliste. Il est d'abord journaliste et ensuite il commente le sport. Vous êtes plutôt d'abord un gamer ? Ouais, c'est ça. C'est vrai que alors c'est des parcours, on va dire, qui sont différents effectivement du journaliste, du parcours journalistique entre guillemets, en cela que on a l'expérience, je pense, manette en main du milieu compétitif. Là où effectivement dans le milieu sportif, c'est peut-être un peu plus compliqué d'accéder, je dirais, à un environnement professionnel dès le début. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans l'e-sport, puisque on peut en fait en quelques semaines, quelques mois, et avec évidemment beaucoup de rigueur, de chez soi accéder à un milieu professionnel, accéder justement à cet écosystème qui a
très gros niveau et par conséquent du coup permettre pourquoi pas de prendre le micro et du coup joindre les connaissances qu'on aura eues jusque-là à s'entraîner et à jouer avec des gens qui savent jouer et ma foi des compétences un peu plus d'expression orale classique voilà qu'on pourra du coup désigner comme le commentaire e-sport ou commentaire sportif. J'ai plutôt tendance à dire que le commentaire e-sport et le commentaire sportif sont deux choses vraiment très très étroitement liées. Je reviendrai à vous tout à l'heure, TPK, merci. Julien Bento, vous, c'est votre expérience de vrai sportif qui sert aujourd'hui la compétition de haut niveau dans l'e-sport. Quels sont les liens entre les deux ? Dans notre organisation chez GameWard, on essaye de, comme je l'ai dit, de bien structurer l'ensemble et c'est de pouvoir apporter une expérience en termes de management, en termes de coaching, que ce soit auprès des joueurs ou surtout auprès des entraîneurs des jeux, pour gérer une équipe. Tout à l'heure, on parlait du fait que c'était très compétitif et que il y avait l'aspect stratégique, l'aspect équipe qui était important sur certains jeux. C'est le cas, nous, pour notre équipe phare, entre guillemets, de League of Legends, où voilà, justement, une équipe de 5 joueurs avec un coach, gérer le calendrier, gérer les victoires, gérer les défaites, gérer les problèmes qu'il peut y avoir en interne entre les joueurs ou avec le coach. Donc ça se rapproche comment dire, de manière très proche, si j'ose dire, d'une équipe sportive et des problématiques que moi j'ai pu rencontrer dans ma carrière. Comment est-ce que vous combinez la complexité justement de les mettre comme des chevaux de course dans un état d'esprit de compétition où ils doivent faire attention à leur hygiène de vie, par exemple, à ce qu'ils mangent, leur diététique, et en même temps leur dire le job c'est quand même de rester assis sur une chaise devant un écran à jouer un maximum toute la journée. Ça c'est la partie c'est encore contradictoire, ça. Non, mais bien sûr, et c'est une partie. Vous leur faites faire quand même des footings le matin ? Oui, c'est pas tous les matins. On essaie de cadrer, de mettre un cadre en place, parce chez GameWard, on croit à ce modèle-là, surtout dans le futur. Et en même temps, pour attirer encore d'autres investisseurs et d'autres partenaires, on veut montrer que on veut sortir de la caricature du joueur e-sportif un peu geek qui passe le temps devant son écran, qui mange pas très bien, parce qu'on est persuadé que sur du long terme, ça va améliorer sa performance s'il y a un certain cadre au niveau nutrition, sport, sommeil, et que s'ils arrivent à être un peu plus, professionnels là-dedans, ils seront meilleurs et ils dureront plus longtemps. Donc c'est compatible, c'est possible. Pour l'instant, ils n'en sont pas conscients. Oui. C'est nouveau pour eux. C'est des choses qu'il faut arriver à distiller, mais avec parcimonie. On n'impose pas, et c'est pas militaire. On perd pas de vue que l'objectif premier, c'est qu'ils soient performants devant leur écran le soir quand il y a les matchs de League of Legends ou les compétitions de Fortnite. Mais et que dans l'absolu, qu'ils mangent des frites à midi ou du quinoa ou des pâtes, si j'extrapole, ça va pas changer leur performance à court terme. Mais sur du moyen-long terme, c'est tout un ensemble qui va faire qu'ils vont être un petit peu meilleurs. Alors comment ça se passe pour les femmes dans l'e-sport ? Est-ce qu'elles travaillent au sein d'équipes avec des garçons ? Comment ça s'organise ? C'est un gros sujet. Je pense que l'inclusion, la diversité, ça va être hyper important dans les années à venir dans l'e-sport parce qu'on a un très gros retard qui n'est pas très justifié puisque justement il n'y a pas cette différence physique qui devrait y avoir comme on peut trouver dans le sport. Donc effectivement, pas de femmes, très peu de femmes aujourd'hui à niveau professionnel. C'est-à-dire qu'il y a des joueuses, on le voit, que voilà, la moitié des personnes qui jouent sont des femmes. Comment on fait alors pour déverrouiller ça ? C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous mettez en place comme action typiquement en fait, chez Women in Games ? C'est multifacteur puisqu'en fait déjà il y a les problèmes effectivement de toxicité, de harcèlement que peuvent subir aussi les hommes, mais envers les femmes des fois c'est un peu plus violent et c'est un peu plus dur, ça crée une barrière aussi à l'entrée. Mais il n'y a pas que ça, il y a maintenant rattraper un peu le retard de niveau puisqu'il n'y avait pas assez de femmes aussi dans l'e-sport et du coup aujourd'hui quand elles s'y mettent parfois elles ne mettent pas le même temps et le même investissement dans l'e-sport et derrière elles se retrouvent avec un niveau moindre et elles n'arrivent pas à performer et ensuite à se faire recruter par des équipes. Donc là, c'est une question d'entraînement, là aussi. Il faut une direction d'encadrement. Il y a un peu de tout. Il y a de l'encadrement, elles ont besoin d'être encadrées et aussi on a besoin d'attirer plus de femmes parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus mathématique qu'autre chose. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de joueurs, il y a une grosse compétition entre joueurs et
pas autant de femmes que ça. Donc du coup, forcément, statistiquement Parce que ça les parlant, attire moins ou parce qu'on les laisse moins rentrer dans ce domaine? Non, mais je pense que, comment dire, Julien Mento. dans la professionnalisation de la discipline et de l'encadrement, ça peut aider aussi à ce qu'il y ait plus de femmes qui arrivent, parce que les rythmes sont difficiles quand c'est pas... les joueurs, ils jouent quand ils ne sont pas encadrés, c'est pleine nuit, c'est des rythmes de vie un peu aléatoires où je comprends qu'il y a des femmes qui n'aient pas qui ont envie de faire aussi en même temps autre chose, qui ont envie d'avoir autre chose comme ça d'intérêt dans leur vie. Et justement, nous, en cadrant un petit peu les journées, en les planifiant, ça laisse du temps. On s'aperçoit que les joueurs n'ont pas l'habitude d'avoir ce temps pour faire d'autres choses et ne savent pas quoi faire justement de leur temps libre. Et c'est un vrai sujet. Mais justement, je pense que ça peut amener plus Donc, ce cadre peut permettre un meilleur équilibre aussi dans la un meilleur mixité. équilibre, une meilleure hygiène qui fait que les femmes vont se sentir plus à l'aise. Alors, j'avais dit qu'on avait avec nous également un avocat, Alexandre Rudoni, qui est connecté, avocat spécialisé dans l'industrie du jeu vidéo associé chez Alan et Overy. Alors, il n'est pas encore connecté, donc excusez-moi. On va revenir à vous, TPK. Je voulais savoir où est-ce qu'on peut trouver ces grands joueurs d'e-sport. Où est-ce qu'on peut les voir? Il faut aller sur Twitch, il faut aller sur YouTube. Quelles sont les plateformes? Je dirais qu'aujourd'hui, vous avez plus ou moins, dès qu'il est question de numérique ou tout du moins d'e-sport, vous trouverez la plupart de ces joueurs sur n'importe quelle plateforme véritablement qui propose de la diffusion, que ce soit en direct ou en différé vraiment. Donc vous les avez déjà cités pleinement, du Twitch, du YouTube, Dailymotion, pourquoi pas, mais d'autres médias typés réseaux sociaux purs. Il y a forcément des images, des compilations ou des moments forts de matchs ou d'affrontements qui traînent sur ce genre de plateforme. Évidemment, la plateforme numéro 1 pour consulter de l'e-sport aujourd'hui, c'est la plateforme Twitch, détenue par Amazon, qui va faire le relais de beaucoup de compétitions en semaine et en week-end. Alors c'est pas du tout comment dire, une règle, mais on va dire que la plupart des organisateurs vont venir sur cette plateforme-là parce que c'est la plateforme qui touche le plus et connecte le plus rapidement avec des gens qui consomment de l'e-sport au quotidien. Donc voilà, c'est un peu sur cette plateforme-là que vont se passer la plupart des affrontements et des matchs, on va dire. La prochaine compétition à suivre, TPK? Prochaine compétition à suivre, eh bien écoutez, pour ma part, c'est un jeu de combat qui s'appelle Dragon Ball Fighters, issu du coup de la licence Dragon Ball, que vous connaissez, je pense. Si vous ne la connaissez pas, c'est ce manga japonais déjà des années 80. C'est un jeu de combat du coup qui oppose pas mal de pays les uns contre les autres à l'issue de sa 3e saison, du coup, puisqu'on fonctionne en saison. Et la France a l'occasion de participer à cette 3e saison avec des joueurs d'exception, du coup, 8 joueurs par pays, et c'est un petit peu la compétition du moment, on va dire, pour ma discipline qui est la discipline des jeux de combat. Donc voilà, je regarde ça avec assiduité. Très bien, merci beaucoup pour ce rendez-vous. Alors, ça y est, on va pouvoir se connecter à Alexandre Rudoni, je disais avocat spécialisé dans l'industrie du jeu vidéo. Ce qui m'intéressera, alors je lui poserai la question, c'est de savoir s'il y a un statut aujourd'hui juridique sur l'e-sport. C'est comme les sportifs professionnels, c'est quelque chose d'encadré, Julien Mento? De plus en plus dans les contrats deviennent de plus en plus formels. Les joueurs sont sous contrat avec des structures, avec des clubs, et sont rémunérés. Et donc, du coup... il y a des agents d'e-sportifs? Ça commence. Je sais que notre directeur e-sportif, qui lui est en charge du recrutement, parle soit en direct avec les entraîneurs ou avec les joueurs qui veulent recruter. Mais de temps en temps, pour certaines personnes, il y a des intermédiaires. Donc ça commence à se professionnaliser aussi à ce niveau. Et de toute façon, on va avoir de plus en plus besoin de cadres juridiques pour bien, encore une fois, pour rassurer aussi les parents quand il y a leurs jeunes enfants qui arrivent dans cette discipline, et pour pérenniser cette discipline sans qu'il y ait de problème à ce niveau-là. Alors, Maître Rudoni, bonjour, merci d'être connecté avec nous. Je disais que vous étiez l'un des conseils privilégiés de Nintendo. Il y a Valve aussi et Epic Games qui font partie des clients de votre cabinet. Vous gérez des actions en civil, au pénal aussi, sur la violation des droits d'auteur. Est-ce que l'e-sport pose des problèmes aujourd'hui en matière de propriété intellectuelle ?
Alors, des problèmes, je ne sais pas si j'utiliserais ce mot, en fait, mais il y a une vraie spécificité sur l'e-sport qui le différencie du sport traditionnel en matière de propriété intellectuelle, c'est qu'à l'origine du support, du jeu, en fait, on a un éditeur qui va, comme par exemple Epic que vous citez tout à l'heure, Valve, qui va investir de l'argent sur le développement d'un jeu et qui va résulter en des droits de propriété intellectuelle sur le contenu du jeu. Et à partir de là, on a un système qui est différent de celui du sport, puisqu'en fait, on a des droits qui sont accordés par la loi à cet éditeur pour notamment autoriser ou interdire la tenue de compétitions d'e-sport et réguler également les conditions dans lesquelles ces compétitions peuvent être retransmises sur des supports internet ou télévisuels. Vous vouliez réagir, Ouais, Bento? sur la grosse différence entre l'e-sport et le sport, c'est que dans le sport, en fonction des disciplines, il y a des fédérations internationales ou nationales de chaque sport. Dans l'e-sport, ceux qui sont vraiment puissants, ce sont les éditeurs des jeux. Parce que c'est eux qui détiennent à la fois les problématiques de propriété intellectuelle, comme on l'a dit, et puis aussi d'organisation des compétitions qui peuvent décider tel club, telle équipe va faire partie de telle ligue ou pas dans certaines compétitions. Et donc forcément, ça en fait des acteurs très puissants dans le domaine de l'e-sport. Est-ce qu'on a des cas de triche, Alexandre Rudoni, en matière d'e-sport? Oui, on en a malheureusement, que ce soit dans le sport ou dans l'e-sport, l'importance des gains en fait et de ce que ça peut représenter dans les revenus d'un joueur ont très vite conduit historiquement certains joueurs à envisager plusieurs formes de triche. Vous avez la triche d'abord qui est considérée comme la triche logicielle, ce qu'on appelle des cheats, qui sont des logiciels qui sont introduits dans le jeu principal afin de disposer de pouvoirs particuliers, comme par exemple dans un jeu de tir, pouvoir viser automatiquement un joueur. Ce sont des jeux qui sont vraiment des logiciels qu'on appelle de triche et qui entraînent aujourd'hui le bannissement quasi systématique par l'éditeur en général, puisque c'est lui qui a un contrôle sur son jeu et qui est en mesure qui est en mesure par certains dispositifs de détecter automatiquement la triche. Voilà. Et la triche est aussi détectée en général par les joueurs, puisque comme il y a beaucoup de gens qui regardent les compétitions de jeux vidéo, on voit en général quand un comportement est un petit peu douteux. Donc ça, c'est une première forme de triche. Et puis, il y a les problématiques... On n'a plus beaucoup de temps. Je vais vous demander d'aller très vite sur les triches. Non, j'évoque rapidement également le cas du dopage, qui malheureusement est également plus important et encore plus problématique à gérer lorsqu'on a des compétitions en ligne. Merci beaucoup. Et puis on a... Oui. J'avais juste un troisième cas qui est le cas du pari illicite, qui est aussi une problématique. Oui, qu'on retrouve dans les autres sports. On voit qu'on est vraiment en phase de structuration avec les mêmes opportunités, puis aussi les mêmes risques et les besoins d'encadrement de cette discipline de l'e-sport. Merci beaucoup Alexandre Rudoni, avocat associé chez Allen & Overy, Antoine TPK Billy, journaliste consultant, commentateur d'e-sport, Servan Fischer, responsable e-sport chez Women in Games France, et Julien Bento, notre champion directeur sportif de GameWard. Alors juste après la pause, nous avons rendez-vous avec le biomimétisme. On va s'intéresser tout particulièrement au domaine de la santé. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous avec le biomimétisme et Sidney Rostand, PDG et fondateur de Bioxégie. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez nous dévoiler des exemples de technologies de santé qui sont directement inspirées par le génie de la nature. C'est ça, les dépenses de santé sont assez considérables. Ça représente près de 12% du PIB en France, 17% aux États-Unis. Ça n'est pas prêt de changer, en tout cas dans les prochaines années, ça on le sait. Donc comment est-ce qu'on fait pour améliorer l'efficacité? Comment est-ce qu'on fait pour améliorer tout simplement les technologies dans la santé? Une fois n'est pas coutume, la nature nous apporte des réponses très intéressantes. Déjà sur le principe, pourquoi? Parce que la nature doit se défendre contre tous les éléments. Il n'y a qu'à voir que notre système immunitaire pour le comprendre. Mais il y a aussi des extrapolations. Alors je vais commencer par un exemple direct. Quand on prend par exemple les ailes des cigales,
Ce sont des éléments qui sont très fragiles et qui doivent absolument être défendus contre toute attaque extérieure, notamment la prolifération des bactéries. Alors comment est-ce qu'elle va s'y prendre, la cigale? Sur la surface de ses ailes, elle va avoir ce qu'on appelle des nanopiliers. Donc il faut imaginer des petits picots à des échelles très fines, qui viennent empêcher l'adhérence en fait de la bactérie qui, par des tensions de surface, va être éclatée. Elle va être en fait tirée, elle va être écartée, elle va s'éclater, ce qui va empêcher la prolifération. Ça a été repris par des universitaires de Bristol qui ont créé des surfaces en fait en reproduisant ces petits picots des ailes des cigales, mais sur des polymères ou sur de l'aluminium par exemple. Ça peut être utile pour empêcher la prolifération bactérienne sur des surfaces dans les hôpitaux, dans les centres médicaux, etc., etc. Et pourquoi pas un jour sur les barres de métro, ça pourrait être intéressant. Donc ça montre à quel point on peut créer finalement des surfaces anti-prolifération de bactéries sans utiliser des produits chimiques. C'est une belle technologie. Et c'est au niveau nano, on le sentirait ou pas, pas du au tout. toucher? Pas du tout, vous le sentez pas, c'est une rugosité qui est tellement fine que vous ne le sentirez pas du tout au toucher. Ça peut se mettre sur un écran de téléphone portable, ça peut se mettre un peu n'importe où, et c'est ça qui est très intéressant. Après, il y a des exemples qui sont plus indirects, et c'est ça qui est très intéressant. La nature, elle est spécialiste de la détection. Ça, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Quand on prend la crevette menthe, par exemple, la crevette menthe, c'est un crustacé assez spécifique qui a probablement la vision la plus élaborée du monde animal. On le voit très bien à l'écran. Elle a des yeux qui sont très spécifiques et qui sont capables en fait de détecter la lumière polarisée. Grâce à une répartition spatiale très spécifique, les photorécepteurs sont donc capables de détecter des orientations dans les ondes lumineuses que nous, êtres humains, on n'est pas capable de détecter. Donc là, c'est ce qu'on appelle la capacité à regarder la lumière polarisée. Ça a inspiré des détecteurs, figurez-vous, de tumeurs, mais simplifiés. Normalement, repérer une tumeur, ça demande des équipements médicaux considérables. Là, l'objectif, c'est des universitaires, enfin des chercheurs en Australie qui cherchent à reproduire ça sur des capteurs qui peuvent être implantés sur des smartphones pour détecter en fait les cellules cancéreuses. Pourquoi ? Parce qu'elles vont polariser justement la lumière différemment. On le voit à l'écran, ce qui permet en fait de faire un diagnostic sur des tumeurs de façon très rapide, et surtout dans des pays en voie de développement qui n'ont pas les mêmes équipements. Troisième exemple, un dernier exemple. Très rapidement, le troisième exemple, c'est aussi une sorte de surface, un revêtement, la Nepenthes alata. C'est une plante carnivore qui a une sorte d'urne qui vient piéger les insectes. En gros, les insectes ne peuvent plus en ressortir. Comment est-ce qu'il s'y prend ? Sur sa surface, elle va avoir une double stratégie. Une stratégie à grande échelle, on va parler d'une nanomètre environ, qui va être très lisse, donc ça empêche l'accroche des griffes des insectes. Et à une échelle encore plus fine, vous allez avoir finalement des petits picots aussi, qui empêchent l'adhésion des poils adhésifs en fait des insectes. Donc les insectes glissent sur cette paroi-là. Si on reprend cette double stratégie sur des revêtements, ça permet d'éviter la coagulation et le dépôt aussi de bactéries sur des éléments de transfusion. Alors les éléments de transfusion sanguins par exemple vont toujours coaguler, ou il va toujours avoir de la coagulation. Vous pouvez aussi avoir des complications dues aux bactéries. Ça, c'est des recherches qui sont faites à Harvard pour améliorer ces équipements-là, améliorer leur fiabilité et améliorer leur sécurité. Merci beaucoup Sidney Rostand pour ces nouveaux exemples du génie de la nature qui nous inspirent dans le domaine de la santé dont on a grandement besoin en ce moment. Je rappelle que vous êtes PDG et fondateur de Bioxégie. Alors avant de se quitter, on va terminer avec la découverte d'un nouvel exosquelette. Un exosquelette, c'est une combinaison qu'on enfile, un équipement technologique qui nous fournit une assistance physique extraordinaire. À quoi ressemblera demain chaque jour Cécilia Sévry partage avec nous l'une de ses trouvailles. Alors aujourd'hui, elle va nous présenter depuis son lieu de confinement un exosquelette intelligent. Allez, on regarde tout de suite. Bonjour Delphine, alors vous le savez, cette année, c'est un Français qui a remporté le prix Nobel de chimie. Moi, je vais vous parler d'un prix qui ressemble un petit peu au prix Nobel, c'est le prix Galien, et c'est aussi une innovation française qui l'a remporté, une technologie lauréate de la société Wondercraft qui a créé un exosquelette intelligent. Elle a remporté ce prix en partenariat avec le laboratoire américain Shirley Ryan Ability Lab. Alors j'ai pris contact avec Mathieu Masselin qui est le cofondateur de Wondercraft. Il m'a présenté cet exosquelette qui, contrairement aux autres, ne nécessite absolument pas de béquille ou de rampe pour être utilisé par le patient, à part le treuil qui est toujours utilisé pour maximiser la sécurité du patient.
En fait, cet exosquelette donne une véritable stabilité et un équilibre aux patients. C'est la grande différence avec les autres produits déjà sur le marché. Sa structure est métallique, elle s'ajoute à ça une coque en plastique équipée d'une mousse et d'un système biocompatible. Le patient est glissé dans l'exosquelette, une ceinture vient maintenir le tout au niveau de la taille et un dossier maintient le dos bien droit. Dans cette ceinture à bretelles, en fait, il y a des capteurs qui détectent les mouvements du haut du corps. Et c'est là la véritable évolution dans cette technologie parce que à l'intérieur, il y a une carte mère. Elle réceptionne les données de ces capteurs dans la ceinture, mais aussi des capteurs qui se trouvent au niveau des jambes, des articulations et des pieds. Les signaux envoyés à la carte sont des informations précieuses qui permettront à l'exosquelette de s'adapter à vos mouvements. Si vous vous penchez en avant, Atalante comprendra. Atalante, c'est le nom en fait de cet exosquelette qui lui est donné pour l'instant. Donc si vous vous penchez en avant, Atalante comprendra que vous voulez aller en avant et marcher. Si vous vous penchez en arrière, il comprendra que vous voulez ralentir. Et chaque mouvement comme ça du haut du corps va être interprété. C'est possible ça grâce aux algorithmes développés par Wondercraft. Et comme dans toute technologie robotique dynamique, sa performance repose sur sa capacité à réagir vite. Ici, la situation est réévaluée 1000 fois par seconde. Alors Atalante peut donc accélérer ou bien ralentir en fonction des informations envoyés par les capteurs. En plus, il y a aussi des modes programmés, une sorte de pilote automatique adapté aux situations récurrentes. Par exemple, pour s'asseoir sur une chaise. Comme le premier mouvement est aussi de se pencher en avant, il suffit d'appuyer sur un bouton, que ce soit le patient ou même la personne qui s'occupe de sa rééducation. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour qu'Atalante comprenne qu'il ne va pas devoir marcher, mais bien s'asseoir. Le dispositif permet aussi de se pencher pour ramasser un objet très utile dans le cadre de la rééducation. Il permet aussi de faire demi-tour. Et puis si tous ces mouvements sont possibles, c'est bien sûr grâce au machine learning. Et pour ça, pour apprendre à faire la différence entre les bons et les mauvais pas, un exosquelette marche 50 000 pas par jour dans les bureaux de Wondercraft. Les données précieuses qu'il recueille permettent d'améliorer constamment les algorithmes de la société. Alors la cible de cette technologie, ce sont bien sûr les hôpitaux et les centres de rééducation. En France, on trouve Atalante en 5 exemplaires répartis dans des centres spécialisés. On en trouve aussi un au Luxembourg et 2 aux États-Unis. La prochaine étape, c'est d'arriver petit à petit à proposer un système sécurisé qui pourrait se passer de ce fameux treuil que vous voyez sur les images. Un challenge qu'Atalante va d'ores et déjà devoir relever dans quelques jours. En fait, elle va participer au Cibathlon. C'est une compétition internationale qui met en scène des concurrents handicapés équipés de technologies comme ces fameux exosquelettes. Pour cette compétition, aucun treuil n'est disposé. L'occasion de prouver les compétences d'Atalante dans les mouvements du quotidien sans filet de sécurité. Voilà Delphine, vous savez tout de l'innovation qui est en train de s'imposer dans le secteur de la medtech. Quant à moi, je vous retrouve demain. Merci beaucoup Cécilia Sévry pour cette présentation d'Atalante. Mais nous, on va vous retrouver plus vite que demain. On va vous retrouver juste après pour le Lab Startup. Et puis moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.